Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur, tous les vendredis 10h30 en live, mais également sur la chaîne YouTube de Melsion. On a pas loin maintenant de 300 chroniques de sujets dont nous pensons qu'elles peuvent intéresser les entrepreneurs. Et donc chaque semaine, nous essayons de partager avec vous un peu d'expérience ou un peu de ce que nous avons accumulé au cours des 26 dernières années où nous avons accompagné les entrepreneurs un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, deux sujets qui, quelque part, sans vraiment se concerter, vont vous emmener dans le fonctionnement de notre cerveau. Donc, d'abord, Patrice, tu vas commencer et je crois tu vas nous parler des trois systèmes, parce qu'il y aurait trois systèmes alors. Il y aurait trois systèmes. A priori, vous en connaissez deux, mais moi j'ai envie de vous emmener sur un troisième. Le troisième complétant ce qui a été dit sur les autres systèmes. Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de prise de décision. Et je voulais regarder avec vous ce qu'ont dit Kahneman, Daniel, et Olivier Houdet, de la façon dont on pense, dont ils pensent que nos cerveaux fonctionnent. Euh, Ça paraît nébuleux comme titre, mais j'en ai pas trouvé de meilleur. Je me suis dit que ça vous aiderait peut-être à comprendre le fil de la discussion. On démarre. Alors, on va démarrer avec Daniel Kahneman. Vous connaissez peut-être, j'espère. Si vous ne connaissez pas, probablement jetez-vous sur le bouquin. C'est pas si difficile d'accès et c'est précieux parce que ça partage. Daniel Kahneman, c'est celui qui a écrit Thinking Fast and Slow, psychologue de métier, économiste également, américano-israélien. C'est quelqu'un qui a travaillé dont les travaux ont servi de base à l'économie comportementale. Pour le faire ultra caricaturalement, on a très longtemps postulé que chaque individu est totalement rationnel, qu'il prend les meilleures décisions possibles et que l'économie est au fond juste la somme d'individus totalement rationnels, des homo economicus. Kahneman, d'autres, disent attention, c'est plus compliqué que cela. Les comportements individuels sont plus sophistiqués qu'il n'y paraît, moins clairs. Tout ça vient de sa théorie des perspectives. Surprise pour un psychologue, il y en a deux, il n'est pas le seul. Il a eu un prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux. Il a eu le prix de la Banque de Suède, qui vaut prix Nobel d'économie. Avec Simon, ce sont les deux seuls psychologues qui ont été reconnus pour leurs travaux avec les conséquences que ça a en économie. Et ce livre est le fruit de tout son travail, matiné de plein d'autres choses passionnantes. Le livre date de 2012. Je vous propose qu'on plonge dans le livre. En français, système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Alors, plein de choses dans ce bouquin, mais je vais en retenir 3 ou 4 là et on va développer. Kahneman, un de ceux qui a mis en évidence les biais cognitifs, nous explique comment et pourquoi nous sommes soumis à plein de biais. Des biais qu'il appelle cognitifs, des biais dans notre façon d'appréhender ce qui se passe autour de nous, dans la façon dont la cognition, la compréhension du monde est impactée par des choses chez nous pas si simples. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit, puisque nous pensons rationnel, voire nous nous revendiquons rationnels, nous nous affirmons rationnels. Pourtant, notre expérience nous dit l'inverse. Notre expérience nous dit qu'il y a plein de décisions qu'on prend qui ne sont pas si rationnelles que ça. Ce qui nous le dit, c'est le résultat. On pense prendre des bonnes décisions et pourtant on se plante. Pourquoi se plante-t-on? Est-ce un défaut de rationalité? C'est ça que va travailler Kahneman pendant toute sa carrière. Il travaille encore Kahneman. Si on plonge dans le bouquin, il explique qu'il y a deux systèmes qui cohabitent, deux modes de pensée. Son point n'est pas de décrire notre cerveau en zone géographique. Son point est d'expliquer que nous combinons des modes de pensée différents qui ont leurs caractéristiques propres, avec des avantages évidents, mais aussi des inconvénients. Le premier mode, le système 1, le thinking fast, fast thinking. C'est un mode de pensée intuitif, émotionnel et automatique. Par exemple, lorsque vous conduisez, je vais filer la métaphore,
lorsque vous conduisez, il est probable que vous changez de vitesse sans vous en rendre compte. En tout cas, pour ceux qui ont une voiture manuelle. On ne parle pas des Tesla, bien entendu. Changement de vitesse automatique, en tout cas, changement mécanique de vitesse sans qu'on y pense. Votre cerveau ne se dit pas, tiens, le moteur fait du bruit, je regarde mon compteur m'indique que je suis en sur-régime, confirme en tout cas, donc il est temps de passer le rapport supérieur. L'inverse. C'est extrêmement efficace, vous pouvez conduire et parler. Le fait de parler avec votre voisin ne vous empêche pas de conduire. C'est extrêmement efficace, et c'est tellement efficace qu'en fait, c'est très peu consommateur d'énergie. Tout l'objet de nos apprentissages, c'est de basculer un maximum de choses du côté du système 1, les faire sans y penser. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. C'est tout ce que vous engrainez dans votre cerveau comme automatisme. C'est des heuristiques au sens où c'est pour l'essentiel des savoirs statistiques. C'est-à-dire, ils sont globalement bons, ils sont en moyenne efficaces, mais parfois ça ne marche pas. Et c'est fabuleux parce que ça permet de faire plein de choses. À côté, il y a un deuxième système, le slow thinking. Il est à l'opposé. Quand je dis qu'il est à l'opposé, il est complètement à l'opposé. C'est un mode de pensée qui est lent, qui est réfléchi, qui suppose un effort, qui consomme de l'énergie. Hop là. Pardon. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire, mais c'est pas grave. C'est un mode qui consomme de l'énergie beaucoup. Mais l'avantage, c'est que les réponses qu'il donne sont exactes. S'il fallait trouver une image, ce sont des algorithmes. Là, pour le coup, c'est une pensée très rationnelle. Si A est B, alors je peux dire en toute certitude que c'est vrai. Ça donne la bonne réponse. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, c'est fabuleux, mais ça nous fait réaliser que on a des limites. Et c'est une partie des biais qui sont mis en évidence par Kahneman. Ce système 1, notamment, a une grande difficulté à faire des calculs justes à tous les coups. C'est vrai, y compris chez les plus éduqués. Kahneman s'est amusé à répéter des expériences, on va en faire une ensemble, y compris dans les plus grandes universités, Harvard, Yale, etc. Et il a été très surpris, les gens se plantent avec une constance remarquable, y compris quand ils sont très éduqués, quand ils sont très formés. En fait, notre intuition est souvent prise en défaut sur des problèmes logiques et statistiques. Notre système 1 pêche. Je vous propose le petit travail suivant. Une batte et une balle coûtent 11 € à L2. La batte coûte 10 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Arrêtez-vous tout de suite, ne faites rien, ne pensez pas. Prenez un papier, notez la première réponse qui vous vient à l'esprit. Si vous arrivez à le faire, c'est quoi pour vous la réponse de combien coûte la balle? C'est bon? Alors maintenant, mettez-moi... Non, Sébastien, tu triches. Pardon. Ah oui, non, Sébastien m'envoie le message à moi en direct, il connaît le truc, c'est pas drôle. Mettez-moi dans le chat ce que vous pensez être la bonne réponse. Mais Sébastien est très bon. Vous avez une idée? Ah, on a tous une idée. Alors, c'est quoi l'idée qui vous venait intuitivement à l'esprit? Évidemment, 1 euro. Vous êtes d'accord les uns et les autres? Faites oui de la tête ou non de la tête. Ouais. Eh bien oui, c'est la réponse intuitive. Mais c'est normal, c'est intuitif. Si la balle vaut 1 euro et que la batte vaut 10 € de plus, la batte vaut 11 €, donc tout ça vaut 12 €. Je me suis fait avoir. Mon système 1 a court-circuité ma capacité à calculer. On le fait tout le temps, c'est terrible. Alors maintenant, si vous voulez faire le calcul plus précisément, vous allez voir que la seule façon que pour 11 € de plus, pour 10 € de plus, on atteigne 11 €, c'est que la batte coûte que la balle coûte 50 centimes. Ben oui, 50 centimes plus 11 €, 50 centimes plus 10 €, ça fait 10,50 € la batte, 10,50 € plus 50, on est à 11 €. Voilà. Vous avez la plus belle des illustrations de pourquoi le système 1
qui domine, nous plante dans la vraie vie. Et c'en est frustrant. De mémoire, hein, quand Kahneman fait ça dans une université de mathématiques, donc des gens intelligents, des gens qui savent compter, les gens répondent « Ah ben oui, ça vaut 1 € à 50%. » C'est quand même grave pour des matheux. Le système 1 domine, donc. C'est normal, il est nourri par notre expérience, il ne coûte aucune énergie. Et le problème, il nous coûte tellement peu d'énergie, c'est qu'on est tenté de s'y fier sans y penser. Et pas de bol, de temps en temps, on a tort. Vous venez de le voir avec le coup de la batte et de la balle. En fait, on tire des conclusions trop rapidement, potentiellement, avec le système 1. Et si on tire des conclusions trop rapides, alors on prend des décisions qui sont mauvaises. C'est l'idée que, en moyenne, on a bon, mais parfois c'est faux. Et là, je ne résiste pas à vous parler de Taleb. C'est pas moi, c'est Kahneman qui en parle. Une des heuristiques dans laquelle on tombe souvent, c'est ce que Taleb décrit comme notre capacité à mettre en récit ce qui nous arrive, à voir des causalités, à raconter des histoires. Hier, j'ai traversé la rue, j'ai vu un chat, je me suis dit qu'il allait faire beau. Ben non. Mais si, chaque fois que je croise un chat en traversant la rue, il fait beau. Ben non. Ben si. Ben non. Regarde, aujourd'hui, il fait pas beau. Ah oui, tu as raison, mon histoire est absurde. Mais voilà, on a cette tentation de nous raconter des histoires. C'est vachement embêtant. Si on sait raconter cette histoire comme étant une vraie histoire, on pense qu'on comprend le passé. Si on comprend le passé, on pense qu'on a de bonnes chances de prédire le futur, de prendre des décisions efficaces. Hop, on s'est encore fait avoir par le système 1. Voilà, deuxième illustration de pourquoi on se plante. Et c'est là où Olivier Houdet aide à dépasser ce que dit Kahneman, ou plutôt aide à passer à l'action et contrôler un peu mieux tout ça. C'est qui Olivier Houdet? Olivier Houdet, c'est un monsieur très sérieux, très très sérieux. Il est à l'Académie des sciences, c'est vous dire. Il est beau, il a un costume vert. Je rigole, mais le gars est vraiment passionnant. C'est un professeur de psychologie du développement. C'est un chercheur. Il n'a pas arrêté de chercher depuis 1963. Ses recherches ont porté sur le développement de l'enfant. Certains d'entre vous ont été intéressés par des questions sur le développement de l'enfant et tous les enseignements de Piaget, qui est très longtemps à rester le maître sur ce sujet-là, y compris pour Olivier Houdet. Mais Olivier Houdet est allé plus loin. Il a travaillé notamment avec des recherches en neurosciences au sein d'un labo qui s'appelle l'Absidé, ce matin c'est dur, un laboratoire qui est réputé justement pour sa capacité à rechercher et à observer en temps réel le cerveau et voir comment tout ça fonctionne en lien avec notre prise de décision. L'un des premiers points qu'Olivier Houdet souligne, c'est que l'intelligence humaine n'est pas un algorithme, pas plus qu'elle n'est qu'une heuristique. Il souligne que nous pensons avec notre corps et avec nos émotions. C'est un truc que Kahneman valide complètement. Il explique que la cognition est incarnée. Pour Kahneman, c'est évident, notre corps nous aide à penser. Ce qui est intéressant, c'est que Houdet va un tout petit peu plus loin. Non seulement notre corps nous aide à penser, mais nos émotions sont fondamentales. Elles sont absolument fondamentales parce qu'elles nous aident, elles nous envoient des signaux pour arbitrer entre ces deux modes de pensée. Et ces signaux, en fait, font partie de l'intelligence. Notre capacité à basculer d'un modèle à l'autre est extrêmement important. Pour lui, l'anticipation d'un regret, un remords, le doute, la crainte de la souffrance, l'émotion qu'on pourrait se tromper, la curiosité sont des signaux fabuleux. L'étape d'après de son raisonnement, c'est en fait, cette capacité à être attentif à certains signaux nous permet d'arbitrer, de passer d'un système à l'autre. C'est en fait ce qu'il appelle une forme de résistance. Une résistance pour combattre les biais cognitifs. Cette résistance, elle nous permet de dépasser le système 1 avec ses heuristiques approximatives. En fait, pour être intelligent, vraiment intelligent, il nous faut une capacité d'inhibition, une capacité de nous dire « Oh là là, je vais résister à mon envie de dire 1 €,
la balle, pour vérifier si là, il ne faut pas que je me pose la question de savoir s'il y a autre chose. Là où ces développements sont fabuleux, c'est pour moi en tout cas, c'est que maintenant qu'on parle beaucoup de big data et d'intelligence artificielle, ça donne une compréhension de pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça. Je raisonne comme Kahneman. Le propre du big data, c'est de manipuler des grands jeux de données. Plus les jeux de données sont grands, plus l'intelligence artificielle, dans ses mécanismes d'apprentissage, fait des inférences, fait de la statistique. Le problème, c'est que plus les données sont nombreuses, plus il y a un danger de biais dans les données. Pas des biais cognitifs comme ceux de notre cerveau, mais juste le fait qu'on risque de détecter des choses en moyenne. Il dit, l'intelligence artificielle ne pourra devenir intelligente, vraiment, qu'une fois qu'elle est capable de dire « Ouh, est-ce que je dois me méfier de la statistique que je détecte au travers du big data ?» Donc, basculer en algorithmétrie. Être capable de choisir lequel des deux systèmes penser. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, c'est totalement décisif. Décisif parce que ça introduit l'idée qu'il y a un troisième système. Premier système, Kahneman. Heuristique, une pensée automatique, intuitive. Elle est rapide, extrêmement peu coûteuse en énergie, mais elle n'est que fiable en moyenne. Et c'est pas de bol, quand vous traversez la rue juste à l'oreille, parce que vous savez qu'une voiture fait du bruit, ben le jour où la voiture devient électrique, le jour où il y a des scooters électriques, pas de bol, il y a danger que vous n'ayez rien entendu et que vous traversiez sans faire attention. Et là, paf. En moyenne, vous aviez bon, ça fait du bruit d'habitude, mais là, vous n'avez pas entendu le bruit. Le danger, cette fois-ci, c'est que vous êtes mort. Donc, il y a besoin de ce système algorithmétrique qui, lui, est réfléchi, logico-mathématique. C'est des travaux de Piaget, notamment. C'est aussi des travaux de Kahneman. Très fiable. Et honnêtement, si on doit penser consciemment à tous les gestes qu'on fait et à toutes les décisions qu'on doit prendre à un moment T de façon réfléchie, on est mort parce que c'est trop consommateur. Aujourd'hui, il faut savoir que dans l'énergie de notre corps, il y en a un gros bout qui est juste dirigé pour faire tourner le cerveau. C'est compliqué d'en mobiliser beaucoup plus. C'est fatigant, c'est épuisant. Ce que nous dit Oudé, c'est bonne nouvelle, les gars, il y a un troisième système, c'est un système d'inhibition. Et cette inhibition vous rend intelligent. Et ça, c'est génial. En fait, pour lui, le système heuristique nous conduit à l'approximation et donc à des erreurs de raisonnement. Et c'est assez intéressant. C'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on n'est pas rationnel, c'est qu'en allant trop vite, on fait des erreurs de raisonnement. Et ces erreurs de raisonnement, ces erreurs de logique, c'est un défaut du système 3. Donc, qu'est-ce que vous devez en retenir? Vous devez en retenir que nous sommes peut-être plus rationnels que nous le croyons. En tout cas, que les travaux de la psychologie comportementale peuvent le laisser croire. C'est pas ce qu'elles prônent. Elles ne disent pas que nous sommes irrationnels. Elles disent que il y a un présupposé d'irrationalité. Kahneman pense que nous manquons de rationalité. Si on écoute Oudé, c'est pas qu'on n'est pas assez rationnel, c'est qu'on n'active pas assez l'inhibition. Donc, bonne nouvelle, vous êtes plus rationnel que vous le croyez, mais vous ne faites pas l'effort de l'être. Le deuxième point, nous devons mobiliser notre système 3. Et c'est bien, c'est un truc qu'on éduque. C'est très, très bien. On peut prendre le réflexe. Il y a plein de façons de prendre le réflexe. Il y a plein de façons d'éduquer le contrôle inhibiteur. La première façon d'éduquer le contrôle inhibiteur, c'est de se dire, tiens, est-ce que ce qui nous arrive est nouveau? Est-ce que le sujet que je dois traiter est complexe? Est-ce que les enjeux de la prise de décision sont grands? Est-ce que c'est étrange? Ce sera peut-être un thème pour une prochaine chronique. Est-ce que c'est étrange? Si vous vous faites l'effort de vous poser cette question, c'est fugace, mais tout d'un coup, ça vous dit, ouh là là, système 2, je vais devoir réfléchir. Bonne nouvelle, vous êtes capable de faire ça en vous assurant juste que vous êtes en terrain connu pour prendre une décision. Faites donc attention dans le bon sens à vos émotions, à votre corps. Ce que vous dit votre corps est important. À nouveau, votre cognition est incarnée.
Votre façon de comprendre le monde se joue, se vit dans votre corps, dans vos tripes, dans votre cerveau, dans la façon la plus intuitive. Soyez très attentifs. Quand on a peur face à quelque chose, c'est souvent un bon signal. La question, c'est de comprendre de quoi c'est le signal. Il n'y a rien de pire que d'ignorer ces signaux-là. Et le quatrième point que je veux partager avec vous, c'est attention à l'intuition. Cette fois-ci, attention avec un point d'exclamation. Faites gaffe. Faites vraiment gaffe. Le drame de l'intuition, c'est qu'on pense, quand on en a un peu, qu'on en a pour tout. Revenez au système 1 et au système 2. Si votre intuition s'exprime sur des sujets pour lesquels vous avez une grande expérience, alors, a priori, votre intuition, vous pouvez lui faire confiance. Si votre intuition s'exprime sur un sujet que vous ne connaissez pas, faites gaffe. Et là, je vais reprendre la métaphore de la voiture. Certains d'entre vous ont compris qu'ils ne faisaient même plus attention au passage de vitesse. C'est un truc qui se manifeste très très bien quand nos enfants, si on en a, sont à l'âge de la conduite accompagnée. Ils viennent d'obtenir le droit de conduire avec vous. Vous vous asseyez pour la première fois sur le siège passager et votre enfant s'installe sur le siège du conducteur. Ça démarre, et là, il y a des trucs dans votre corps qui vous agitent lourdement. Vous avez mal au bide, en fait, vous avez mal à votre moteur. Le mal au bide est un mal au moteur. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes en sur-régime. Plutôt, vous savez que votre gamin, votre fille, est en sur-régime. Vous n'avez pas besoin de lui dire pourquoi elle doit changer de vitesse, mais d'office, vous lui dites change de vitesse. Là, votre intuition est fabuleuse. Lui, il en est encore à se dire oh là là, je mets ma ceinture, je vérifie mon rétroviseur, j'allume le contact, je débraye, je passe ma vitesse, j'embraye, j'accélère. Papa, tu as l'air stressé. Ben, oui, t'entends pas, là, tu devrais déjà être en troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Votre enfant n'est pas encore dans c'est de l'intuition, il n'est pas encore dans l'apprentissage. C'est le bon exemple de l'intuition. Souvenez-vous le mauvais exemple. Ah là là, je suis en plein stress, mon équipe est en train de partir en vrille. Euh, vous savez quoi, on va faire ça. Et vous n'avez même pas vérifié pourquoi vous aviez l'intuition que l'équipe partait en vrille. En fait, vous n'avez pas fait gaffe à des signaux que vous ne connaissez pas. La situation, vous ne l'avez jamais vécue, mais par réflexe, vous vous dites « Oh, quand ça part en vrille, c'est moi qui reprends le contrôle. » Ben oui, mais non, pas toujours. Parfois, quand c'est vous qui reprenez le contrôle, c'est la boîte qui va dans le mur. C'est ce président, directeur général, ce président plutôt, qui a embauché un DG pour tout mettre en ordre. Le DG, il structure tout. Et tout d'un coup, le président arrive en disant t'arrêtes tes conneries, et là, tu crames 100 000 euros. Ah ben oui, mais non, là, on va casser la machine si on fait ça. Tu te tais, tu obéis. Ça, c'était une mauvaise décision liée à votre intuition sur un sujet nouveau dont vous n'avez pas l'habitude. Voilà, je résume. Vous êtes plus rationnel. Pensez à réfléchir aux situations pour savoir si le système 1 est adéquat. Faites confiance à vos émotions et nourrissez votre intuition, éduquez-la. Ça aussi, ce sera le thème peut-être d'une prochaine chronique. Est-ce que vous avez des questions, des envies d'hurler parce que je dis des aberrations? Merci Des choses Patrice, il y qui a vous grattent? certainement dans ta chronique, je te propose d'arrêter le partage d'écran, il y a certainement dans la chronique quelque chose d'assez dérangeant. Et on était tellement tranquille avec 2 systèmes, hein. On avait, l'intuition, vous savez, vous vous souvenez de cette phrase célèbre: «L'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse». Ouais. Et puis on avait le système rationnel, on se pose, on réfléchit, on fait des étapes et en fait, on tout son petit raisonnement tranquillement. Et là, maintenant, tu nous dis, en fait, il faut écouter son corps, en fait, il faudrait se méfier un peu de son intuition. Ça, on le sait, je crois que tout le monde le sait, mais en même temps, dire le raisonnement lui-même n'est qu'une forme de moment, il y a une troisième solution. En Avoue fait, que, vous le savez. ouais, Vous le savez, la question, c'est ce que vous l'écoutez. J'entends. Quand Kahneman dit la cognition est incarnée, et Coudet insiste aussi, il dit exactement la même chose. Vous savez que là, c'est pas simple. Le truc, c'est qu'on est tenté par efficacité. Et mmh, quand je dis efficacité, elle est énergétique, hein, oui, par bien sûr. efficacité.
La tentation, c'est de rester système. J'ai un exemple, si vous voulez. Avec plaisir. J'étais en vacances avec ma compagne et on conduisait, donc j'avais Waze qui avait l'intelligence artificielle pour éviter les radars. Donc je faisais attention, moi, en tant que copilote, à pas avoir de radar proche de là où on conduisait. Et puis tout d'un coup, il y a eu visiblement un radar non détecté par Waze parce qu'il était peut-être en mode volante et donc on a reçu une amende et on n'a pas fait attention à celui-là parce qu'on l'a pas vu du tout en fait. Hmm. Je sais pas si c'est un système 2 ou 3 ou un par rapport aux boîtes de vitesse, mais c'est un exemple dans la... L'exemple est sophistiqué. C'est le fait de trop. Là, tu t'es reposé sur le système 1 de la machine. C'est encore Voilà. pire. Tu as délégué, tu as abdiqué. Non, mais c'est intéressant parce que dans les systèmes automatiques qu'on utilise beaucoup, tu pointes un truc qui est une mise en abîme et qui est fabuleux. C'est fabuleux cette mise en abîme. On est tenté de déléguer à des systèmes externes en arrêtant l'inhibition. On devrait savoir que quand on utilise un système 1 qui plus est externe, ça ne nous exonère pas d'être attentif aux signaux du monde réel, la carte et le territoire, etc. etc. Mais on se fait piéger potentiellement par des systèmes 1 externes et ton image est très très bonne, Mathieu. Sans compter qu'on se sent un peu en colère contre soi-même parce qu'on réalise à ce moment-là que, mais bon sang, mais Waze ne voit pas alors tous les objets, tous les obstacles, tous les dangers et tous les radars qui sont sur ma route. Et effectivement, ça nous rappelle que la réalité est très complexe. Merci Patrice. On reviendra sur ces sujets de raisonnement, on reviendra sur ces sujets de façon d'utiliser de façon optimale la façon de nos outils de réflexion. Pour un entrepreneur, ça peut faire la différence entre une bonne décision ou une moins bonne décision. Et c'est pour ça qu'on en parle souvent. Et alors, hasard de calendrier, vous allez dire, on ne s'est même pas coordonné. Je vais aussi vous parler d'une façon d'utiliser votre cerveau. Vous savez que je suis un grand fan de modèles mentaux. Et le modèle mental, hein, je rappelle, c'est la façon dont nous utilisons nos capacités cognitives. Et souvent, c'est un peu inconscient. On peut travailler ça, hein. Il existe plus d'une centaine de façons identifiées d'utiliser son cerveau. Et là, on est donc un petit peu en dessous de ce que Patrice vous a présenté. On est sur finalement, qu'est-ce que je peux faire pour mieux réfléchir? Et alors, figurez-vous que l'âge aidant, j'ai oublié que je vous ai fait une chronique le 25 mars dernier sur le même thème. Et donc, vous allez pouvoir, sur la chaîne YouTube, vérifier laquelle des deux chroniques, finalement, est la plus adaptée. Et pourquoi est-ce que, tout d'un coup, je vous ai parlé de ça? Parce que cette semaine, avec un de nos clients entrepreneurs, lorsque nous étions en train d'essayer de résoudre un problème complexe, j'ai eu soudainement recours à cet outil. Et donc, je l'ai amené à utiliser l'outil de l'inversion du raisonnement. Alors, c'est pas grave, de toute façon, on peut toujours réviser, mais c'est toujours drôle de voir que c'est toi, Patrice, qui avais raison. Ça avait déjà été fait et nous avons même la date. Donc, le 9 septembre, je reprends un thème déjà traité. Alors, je reprends un peu différemment. Une citation de Francis Scott Fitzgerald qui dit que le test de l'intelligence de premier ordre, allez, on va dire d'une belle intelligence, c'est de garder à l'esprit deux idées opposées en même temps. Alors ça, c'est très complexe à faire, mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, si je pense que cette idée est bonne, je vais aller chercher l'idée opposée et je vais essayer de les comparer, comme vous savez, le jeu des 7 erreurs, où on regarde deux images qui sont très proches et on cherche les différences. Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'entraîner à faire et qui vous permettra d'avoir une qualité de raisonnement bien supérieure. Alors, vous le savez, raisonner, c'est un outil puissant. Alors, pourquoi est-ce que c'est un outil puissant? Parce que, à l'évidence, le raisonnement prend sa source dans la quête de la rationalité, hein. On aime trouver des raisons et trouver de la raison parce que ça nous amène à comprendre le sens de ce qui se passe et le sens de ce que nous faisons. Et pour une raison étrange, c'est important, mais c'est important depuis l'aube de l'humanité, hein. On a des traces de sages de l'Antiquité qui ont déjà écrit sur ces thèmes-là. D'accord?
Donc, chercher le sens, chercher la raison, et l'outil qu'on utilise, c'est ce fameux raisonnement. Alors, le raisonnement causal, etc., etc. Si cela est vrai, alors cela doit être vrai, etc., etc. Et on fait ça même sans s'en rendre compte. Mais comme tous les outils, ça a ses limites. Et il existe plusieurs façons de raisonner. La deuxième, et donc en utilisant plusieurs façons de raisonner, on peut donc améliorer sa capacité de raisonnement et donc améliorer sa capacité à réfléchir. Ça, c'est ce que je vous disais au mois de mars, et je vous rajoute quelque chose qui est flagrant pour moi de plus en plus, c'est que nous devenons amoureux de nos idées. Ça veut dire que, je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas comment naissent les pensées dans le cerveau. Il n'existe pas, au moment où on échange aujourd'hui, en septembre 2022, à ma connaissance, il n'existe pas de modèle qui décrit l'origine des pensées dans le cerveau. Ce qu'on sait, c'est que avoir une idée, c'est difficile et coûteux pour votre cerveau. Difficile et coûteux en termes énergétiques. Ça consomme du glucose, et les réserves de glucose du cerveau ne sont pas extensibles. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous n'êtes plus bon à réfléchir. C'est parce que votre cerveau, en fait, il essaye de fonctionner, mais il n'a plus d'énergie à consacrer à votre travail intellectuel. Et du coup, le cerveau, qui est très très malin pour économiser les ressources, quand on a fait un raisonnement, il nous envoie une récompense. Vous savez, c'est le moment où « Ah, oui, mais bien sûr, ça y est, oui, voilà, je tiens l'idée », avec un I majuscule. Et en fait, pourquoi est-ce que le cerveau fait ça? Pour vous empêcher d'y retourner, pour vous empêcher de réfléchir une deuxième fois, ce qui est trop coûteux pour lui, où il estime qu'il va devoir plutôt protéger le glucose pour une autre tâche que repenser au même sujet. Et donc, il nous dissuade de dépenser plus d'énergie, probablement. Et donc, du coup, ce petit shoot qui nous envoie et nous fait finalement qu'on se sent bien, c'est un biais qui fait qu'il nous indique, tiens, ton idée, elle est bonne. Et donc, c'est pour ça qu'on tombe amoureux de nos idées. Parce que notre cerveau cherche à nous empêcher de réfléchir une deuxième fois au même sujet. Et donc, c'est pour ça que vous avez parfois vous-même, parfois d'autres personnes que vous rencontrez, collaborateurs, clients, partenaires, peu importe, cette personne, lorsqu'elle a un raisonnement, elle s'y accroche. Voilà la cause, finalement, du fait qu'on poursuit son idée sans aller un peu plus loin et la vérifier. Alors, face à ça, il y a une proposition de modèle mental consistant à inverser le raisonnement. Alors, inverser le raisonnement, ça veut dire qu'on va essayer d'identifier et de retirer les obstacles, d'accord, par rapport au succès qu'on recherche. Donc, on va se poser la question de quels sont les obstacles dans mon raisonnement, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Donc, ça, c'est une première méthode. Et pour faire ça, on va prendre le raisonnement à l'envers. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Et en faisant ça, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs façons, plusieurs embranchements à chaque étape d'un raisonnement. Et donc, lorsqu'on est bloqué, par exemple, ça permet de revenir en arrière et de reposer une hypothèse et de réexplorer une autre branche du raisonnement. Mais ce qui est magique quelque part, c'est qu'on peut le faire aussi quand on est arrivé à une conclusion qui nous satisfait. Parce qu'une conclusion qui nous satisfait, c'est probablement un raccourci. Et donc, il faut repartir en arrière et revoir s'il n'y a pas d'autres chemins qui amèneraient au même résultat ou à un autre résultat. Tout ça est un petit peu abstrait. Et donc, je vous emmène, je vous ramène dans la lecture de Sherlock Holmes. Alors, Sherlock Holmes, vous savez, ce héros de Arthur Conan Doyle, c'est un détective privé qui utilise le raisonnement pour résoudre des problèmes complexes qui se posent à lui en tant que détective. Et dans une nouvelle qui s'appelle Un scandale en Bohème, il a un vrai souci, c'est qu'il n'a pas de bon outil pour résoudre le problème. Alors, qu'est-ce que c'est que le scandale en Bohème? Il y a une photographie compromettante de l'actrice Irene Adler, la célèbre Irene Adler dans toute la quête de Sherlock Holmes,
qui a une photo compromettante d'elle avec des têtes couronnées d'Europe qui va bientôt se marier. Alors, cette tête couronnée d'Europe, dont j'ai provisoirement oublié le nom, va demander à Sherlock Holmes de retrouver la photographie de peur que Irène Adler torpille son mariage ou le fasse chanter après le mariage. Et donc, ça a beaucoup d'importance. On est délicieusement dans l'époque victorienne. Et il y a deux questions qui se posent, c'est est-ce que la photo existe vraiment? Parce qu'on soupçonne qu'elle existe, mais on n'en a pas la preuve. Et si elle existe, se demande Sherlock Holmes, où est-elle cachée? Alors, le raisonnement classique du détective, c'est d'aller fouiller, évidemment, chez Irène Adler, c'est d'aller finalement l'étudier, rentrer chez elle, par effraction sans doute, à un moment où elle n'est pas là, par la ruse, et puis de tout fouiller de A à Z, du sol au plafond. Mais il se trouve que Irène Adler, elle est très intelligente, et que c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas rentrer chez elle, elle va s'en apercevoir. Alors, que va-t-il faire? Il va partir du raisonnement inverse. Si la photographie existe et qu'elle est cachée, il va se dire qu'elle est probablement cachée à portée de la main, c'est-à-dire à un endroit où, en réalité, et ça c'est vrai pour chacun d'entre vous quand vous rangez un chéquier dans votre bureau pour qu'il soit théoriquement en sécurité, ou les clés de la célèbre cave à vin remplie de bons flacons, nous avons plutôt tendance à cacher les choses à portée de main. D'accord? Et donc Sherlock Holmes va se dire, alors, je vais faire en sorte que Irène Adler soit obligée de mettre en sécurité, face à un nouveau danger, cette photographie. Et donc, il va demander au célèbre Dr. Watson, son compère, de faire croire qu'il y a un incendie qui menace l'appartement d'Irène Adler au moment où il est dedans. Et ça ne va pas louper. Irène Adler va se précipiter sur la photo qui est cachée. Et là, en un instant, Sherlock Holmes aura à la fois la confirmation que la photo existe bel et bien, et il saura où elle est, d'accord, dans la main d'Irène Adler à ce moment. Et donc, mais je ne sais pas si vous suivez bien, c'est que pour arriver là, il lui a fallu abandonner l'idée d'utiliser ce qu'il fait d'habitude, ou ce qu'on fait tous d'habitude, qui est que si un objet existe, on va le chercher. Et le raisonnement inverse qu'il fait, c'est qu'il va faire en sorte que ce soit la personne qui l'a caché qui aille la chercher sous ses yeux. Voilà un exemple d'inversion du raisonnement. J'en ai d'autres et on pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Et donc, une des solutions, c'est de partir de la conclusion et de revenir en arrière. D'accord? Je pense que nous devons sortir de ce marché dans lequel nous n'avons pas les résultats espérés. Très bien. Eh bien, nous allons partir de la conclusion, sortir du marché. Nous allons questionner la notion de résultat et remonter le raisonnement dans l'autre sens. Donc, il faut tracer les étapes de son raisonnement. Il faut identifier à chaque étape les autres options possibles. D'accord? Il faut examiner chacun des chemins. Ça ne prend pas énormément de temps. Vous n'avez pas 50 millions de chemins possibles dans un raisonnement, mais peut-être 2 ou 3 à chaque étape. Et enfin, ça vous permet, en faisant cela, de découvrir d'autres possibles. Et donc, en conclusion, pour vous-même, pour vos collaborateurs, à chaque fois qu'on vous présente un raisonnement et quelque part qu'on vous indique comment on est allé du point A au point B pour prendre la décision ou suggérer la décision, je vous propose de vous souvenir que tout le monde est amoureux de son raisonnement pour des raisons physiologiques. D'accord? Ce n'est pas de l'orgueil, c'est physiologique. Vous êtes amoureux de vos raisonnements, vos collaborateurs sont amoureux de vos raisonnements, vos partenaires, vos clients, votre banquier est amoureux de son raisonnement. Plus on est intelligent, plus on est rapide, plus on est exposé à ce risque. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé très vite à une réponse et que le cerveau va vous renvoyer une vraie dose d'hormones pour vous rendre très heureux d'être arrivé rapidement à une solution. Donc plus on est instinctif, rapide, smart, vous mettez tous les termes que vous voulez dessus, plus on va aller vite à des conclusions qui sont en apparence les bonnes.
Donc, plus on a besoin de repartir en arrière. Et donc, notamment quand on est bloqué, mais aussi quand on est arrivé à une solution qui nous plaît. C'est le vrai takeaway de cette présentation, c'est quand on est arrivé à la solution, refaisons le chemin inverse. Et je vous termine avec cette petite citation anglaise, Inversion leads to innovation. Et je suis prêt à en débattre avec vous. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer dans le chat. Et soit tout le monde, soit directement à Patrick. Et pour l'instant, figure-toi que le sujet a absolument neutralisé le cerveau. Je pense que chacun cherche son raisonnement et peut-être réfléchit à le faire à l'envers, ce qui doit prendre un petit peu de temps. Mais je sens que Mathieu va se lancer. Si je peux me permettre, pardon. Moi, j'explique toujours à mes clients que je les aide à développer une activité commerciale pour certains. Il faut arrêter de chercher de vendre ces prestations et plutôt faire en sorte que les gens viennent les acheter. Donc, c'est un peu un raisonnement inverse où on part du besoin des personnes par rapport à leur point de douleur, comme j'appelle ça en anglais pain point. Et donc, l'idée, c'est de les aider à se mettre à la place de leurs clients en identifiant c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problématiques, c'est quoi leurs freins et en quoi on pourrait les aider en se mettant à leur place. Et donc, quand on identifie ça et qu'on est capable de présenter quelque chose avec une solution par rapport à ça, on va simplement s'adapter à eux pour répondre à leurs besoins et donc il n'y a rien à vendre, les gens viennent acheter. Voilà. Je crois qu'il y a un exemple qui est assez flagrant dans un film qui s'appelle Le Loup de Wall Street. Alors après, c'est avec Leonardo DiCaprio où en fait il dit vendez-moi ce stylo. Et donc en fait la personne explique c'est un stylo très beau, etc. Et donc Leonardo DiCaprio dit de quoi vous avez besoin pour écrire? La personne dit un stylo. Et donc en fait ça répond à son besoin. Voilà. Et donc c'est une très très belle remarque. On est parti du bout du raisonnement et vous a remonté à l'envers le raisonnement. Et donc, ce sont des outils incroyablement puissants quand effectivement, on retire les obstacles qui empêchent nos clients, un, de nous trouver, deux, d'avoir accès à notre offre, trois, on enlève les obstacles liés à l'acte d'achat. Je vous ai promis un exemple d'un autre domaine que Sherlock Holmes. C'est le fondateur de Vanguard. Vanguard, c'est un très grand fonds d'investissement américain. Et John Bogle, qui est le fondateur de Vanguard, c'est quelqu'un qui a eu un problème avec la façon dont Wall Street fonctionnait. Alors, je vous explique le problème. La façon traditionnelle de Wall Street, c'est qu'on embauche des analystes financiers qui vont passer du temps à regarder les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, avoir une opinion sur le fait qu'il faut acheter ou vendre ces actions basées sur la réflexion, l'analyse, le consensus, etc. Et ce que John Bogle voit et que tout le monde sait, c'est que même les meilleurs analystes se trompent régulièrement. C'est-à-dire que le marché, parfois, prend le contre-pied de ce que le meilleur analyste va écrire sur la valeur. Et John Bogle, ça l'énerve parce que ça veut dire que si quelqu'un lui confie de l'argent à investir et qu'il a les meilleurs analystes, il va gagner, gagner et perdre, et gagner, gagner et perdre. Et donc, en fait, il va avoir un problème, c'est qu'il se dit, mais je ne suis pas satisfait de cette façon d'investir. Alors, il va partir à l'envers et il va se dire, mais qu'est-ce que cherchent à faire tous les analystes, finalement tous les gérants? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à battre le marché, à beat the market. Ça, c'est ce qui est le Graal d'une grande partie de l'industrie financière, beat the market, c'est-à-dire en gros, je suis plus malin que tous les autres. C'est de l'orgueil, c'est de l'hubris. J'ai mieux compris, j'ai mieux raisonné, j'ai fait les bons choix, je les ai exécutés au bon moment, j'ai battu le marché. Or, vous savez, on est toujours intéressé par celui qui gagne, le joueur de football qui frappe du pied gauche et qui envoie un ballon qui tourne exactement dans la lucarne en trompant le gardien. Je vais m'arrêter sur les exemples du football parce que je ne connais pas trop ces histoires de gens qui courent après des ballons ronds. Dans mon pays, à moi, on court après les ballons ovales. Mais là, j'ai compris qu'il fallait mettre le ballon rond dans la petite cage dans laquelle il y a le monsieur avec les gants. Bon, on s'exclame, on dit « Ouais, il est formidable !» C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, l'esprit humain est attiré
par celui qui arrive à tirer la flèche au centre de la cible, à viser et à réussir à toucher l'objectif. Mais John Bogle, ça ne le satisfait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à l'envers en disant, ce que je voudrais éviter, c'est à mes clients, je voudrais éviter qu'ils perdent de l'argent. Est-ce qu'il y aurait un moyen, avec finalement peu de frais, parce qu'un analyste très très connu, ça coûte très cher, quelqu'un qui travaille bien, ça coûte très cher, donc sans analyste, est-ce qu'il y aurait un moyen d'investir en bourse et de ne pas perdre? Et alors, ce moyen est incroyable. À force de réfléchir, il va tomber sur le fonds indiciel. Donc aujourd'hui, une grande partie de l'industrie financière se contente de vous donner accès à ce qu'on appelle l'indice. Vous achetez le CAC 40, vous achetez le Dow Jones, vous achetez le Nasdaq, et le gérant, il a juste à répliquer dans son portefeuille ce dont l'indice est composé. Ça coûte très peu cher parce que quelque part, l'indice il est public. On sait tous qu'il y a X actions General Electric, X actions IBM, X actions ceci, cela dans le Dow Jones. Et donc, du coup, à l'évidence, chaque fois qu'il y en a une qui sort et une qui rentre, il a juste à changer. Donc, on peut le faire avec des gens qui sont beaucoup moins, finalement, chers que des analystes. Et on peut le faire d'une façon presque automatisée. Et ce qui va se passer, c'est que les fonds indiciels, finalement, vont surperformer sur longue durée les gérants. Vous avez bien entendu, le fonds indiciel qui finalement représente la somme de l'ensemble de ces quelques valeurs dont on pense qu'elles sont remarquables et donc on met dans l'indice, va surperformer sur longue durée les gens qui choisissent à l'intérieur les meilleures actions à acheter et à vendre. Pourquoi? Mais c'est très simple. L'indice ne se trompe jamais. L'indice, il va monter ou descendre, etc. Il va avoir des fluctuations, mais il ne va pas prendre le contre-pied. Il ne va pas acheter l'action Apple au moment où elle dévisse. Ou au contraire, il ne va pas vendre l'action Apple pour je ne sais quelle croyance que l'analyste a dans son raisonnement, que l'action va baisser, alors il la vend, puis en fait, elle monte. Voilà, donc il a raté l'opportunité de monter. Voilà un exemple issu du monde de la finance, dans lequel l'innovation est venue de l'inversion. Inversion leads to innovation. L'innovation est venue de l'inversion du raisonnement. Je ne vais pas essayer de faire gagner de l'argent à mes clients. Je vais essayer de faire qu'ils n'en perdent pas, notamment avec ce système de frais très élevés des fonds actifs. Voilà un deuxième exemple plus proche de notre façon de réfléchir et qui ressemble beaucoup à ce qu'a dit Mathieu. Au lieu de trouver des clients, si j'aidais les gens qui sont déjà là à être en contact de façon simple avec mon offre. Voilà une autre façon de raisonner à l'envers. Je crois que j'avais déjà fait le commentaire lors de la dernière chronique. Il y a une autre illustration de ça, un petit peu décalée, mais qui pourrait parler à certains, c'est la notion de pré-mortem. Je fais mon chemin de décision, tout le monde est convaincu. Vu qu'on a tous participé, on a du mal à considérer que cette décision puisse être mauvaise. C'est très compliqué de changer de regard. Une façon de le décaler, c'est de dépersonnaliser en faisant le truc inverse et de se dire, ça y est, la décision est prise, c'est fabuleux. Nous sommes dans 2 ans. Le projet a été un échec absolu. Pourquoi? Vous voyez que là, tout d'un coup, on est obligé de ne plus croire à notre décision puisqu'on nous demande de travailler sur les raisons de l'échec. Et ce faisant, on va faire un raisonnement à l'envers. Alors, on ne s'en rend pas compte quand on fait un pré-mortem, on fait un raisonnement à l'envers. Mais chaque fois qu'on tape une des causes profondes qui pourrait être la cause de l'échec, en fait, vous vous retrouvez un des nœuds de bifurcation sans vous en rendre compte. Et tout d'un coup, vous réalisez que vous avez fait le choix de partir à droite, que c'est une source probable d'erreur, et qu'en fait, il était possible de partir à gauche. Et le fait d'avoir remonté votre raisonnement, d'avoir raisonné à l'envers, ça vous aide aussi à vous détacher dopaminiquement de cette décision à laquelle vous trouviez qu'elle était pertinente. Voilà. Merci Patrice pour cette excellente remarque qui était déjà bonne au mois de mars et qui est encore meilleure au mois de septembre.
Nous vous remercions tous pour votre participation. Et puis pour vous qui regardez ces chroniques sur notre chaîne YouTube, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez assister en live, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à cet échange en direct. Pour les autres, eh bien, nous vous souhaitons, en tout cas pour tous les courageux de ce matin, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, un bon week-end, et nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Merci, à bientôt.